Donc après Andrea, les interventions vont continuer. Donc au fur et à mesure les amis arrivent, tant mieux. Le thème, on le rappelle, c'est le pouvoir, peuple le pouvoir. Donc nous allons avancer avec les interventions. La prochaine personne, c'est donc Monsieur Mieri, s'il est près du CNRT, Congo également. Vous avez la parole. Essayez d'être un peu comme l'a fait Nina et puis Andrea, en tenant compte des autres. Merci. Mieri, vous avez la parole. Donc bonjour, donc Mieri, je suis comme Nina qui est passée tout à l'heure, membre du CNRT. Donc je remercie déjà Ulrich de nous avoir conviés déjà à ce colloque. Le thème est très intéressant et inspirant, parce que République pour le peuple, le pouvoir et peuple. Donc c'est un thème, moi, qui me parlait. Donc je me suis dit, il faudrait quand même qu'on aille déjà écouter les différents intervenants, parce que c'est un thème qui inspire, et également, si possible, apporter chacun de nous, parce que chacun de nous est différent, sa vision autour de ce thème. C'est un thème qui est large, on peut le prendre par tous les bouts. Donc ça permet de donner ici un éclairage suffisant sur les différents aspects du pouvoir et du peuple. Voilà. Donc moi je vais donc vous parler plutôt de la jeunesse et le pouvoir. Donc la jeunesse congolaise aujourd'hui, force est malheureusement de constater que c'est une jeunesse qui est laminée depuis un certain nombre d'années, qui est aujourd'hui abandonnée à son sort. Donc je ne parle pas de choses qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les faits qui me permettent de tirer cette conclusion. Donc les faits étant têtus, donc je vais rester très factuel sur justement cette relation ou cette non-relation entre la jeunesse et le pouvoir. Je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée donc il y a 4-5 ans pour essayer d'illustrer aujourd'hui la relation ou on va dire le ressentiment qu'il peut y avoir entre les jeunes et le pouvoir, notamment les tenants du pouvoir aujourd'hui. Donc il m'est arrivé il y a quelques années, de 4-5 ans, m'entretenir avec un homme politique de l'opposition actuelle, dont je ne citerai pas le nom. Et donc, discussion à bâton rompu. Et au final, sa conclusion, c'était de me dire, écoute fiston, le pouvoir, on ne le demande pas, on ne vous le donnera pas. Si vous voulez le prendre, vous venez le chercher. Vous êtes jeune, donc vous avez la force dynamique. Le pouvoir, si vous le voulez, venez le chercher. Mais nous, on ne vous le donnera pas. Et cet homme politique est toujours actuellement en politique éminent de l'opposition. Donc voilà, donc j'ai parti cette anecdote pour déjà montrer la relation qui peut exister entre les jeunes aujourd'hui au Congo, quel que soit de leur niveau d'études ou autre, et les tenants aujourd'hui du pouvoir, parce que mon propos ne serait pas d'opposer les composantes de la population, parce que la population congolaise est très diverse. La jeunesse congolaise, le peuple congolais est jeune à plus de 60%, il faut qu'on se le dise. Donc la jeunesse congolaise représente la majorité du peuple congolais. Mais aujourd'hui, les tenants donc, du pouvoir au Congo, qui sont d'une génération précédente, ont, voilà, comme celui-là, une certaine idée du pouvoir qu'ils ont et de la capacité de pouvoir le garder. Et surtout, de ne pas permettre à une certaine jeunesse qui, naturellement, va vouloir toquer à la porte pour également accéder à la gestion, à la direction du pays. Donc je partais déjà d'un constat que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du Congo, que
aujourd'hui la jeunesse de ce pays-là soit aujourd'hui laminée et pas prise en compte dans les perspectives d'avenir de ce pays-là. Au sortir de la colonisation, je ne dirais pas l'indépendance parce qu'on n'est toujours pas indépendant, mais que ça a été dit tout à l'heure, je ne considère pas le Congo comme un pays indépendant. On est en néocolonisation depuis 50 ans. Ça n'a pas changé, les faits continuent de le démontrer. Donc, sortir de la colonisation, le Congo n'avait pas, donc les colons sont rentrés, on n'avait pas d'administration. Donc le Congo a dû former sa jeunesse pour avoir des fonctionnaires, pour avoir des gens dans l'armée, ainsi de suite. Donc la jeunesse congolaise, à ce moment-là, le pays s'est mis en quatre pour former la jeunesse. Parce que l'éducation, quel que soit le pays où on se trouve, éduquer son peuple, c'est lui donner du pouvoir. Éduquer son peuple, ça lui permet de réfléchir. Ça lui permet de prendre certaines directions, ça lui permet de penser à l'avenir. Donc le peuple congolais, la jeunesse congolaise à ce moment-là a été majoritairement formée. Ils ont été envoyés en Occident, ils ont été envoyés dans l'ex-bloc soviétique, pour beaucoup, dans les années 60, 70. Ces gens-là sont rentrés. Tout de suite, le Congo leur a déroulé le tapis rouge. Ils ont eu des perspectives d'avenir, ils ont eu des emplois. Donc c'est une jeunesse qui a été gâtée. Je les appelle les enfants gâtés de la République. Parce qu'ils ont été gâtés. Ils ont eu des perspectives d'avenir, des emplois. Pour certains, ont accédé très jeunes à des postes de direction du pays, comme l'actuel chef illégitime du Congo, qui a été ministre à 30 ou 35 ans. 28 même, voilà, merci Andrea. Donc ces gens-là sont arrivés très jeunes à des postes de responsabilité parce que le Congo a permis cela. On avait besoin de fonctionnaires, on avait besoin que la jeunesse congolaise prenne son avenir, la direction du pays. Mais tous ces jeunes donc, qui ont été formés, qui ont compris le pouvoir de l'éducation, 50 ans plus tard, aujourd'hui, c'est encore les mêmes, aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir illégitime actuel, c'est toujours les mêmes qui sont à la direction du Congo. Ayant compris et ayant expérimenté le pouvoir de l'éducation, qu'on peut donner à une jeunesse, et ce qu'elle peut faire, aujourd'hui, je dirais, par cynisme et par pur égoïsme, ils ont bloqué ce pays-là. Ils ont bloqué la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, la jeunesse, on va nous dire qu'on forme des jeunes à l'université Marion-Gabi. Oui, par wagon entier. J'étais à l'université Marion-Gabi. On va dire, oui, on envoie encore des jeunes Congolais à Cuba ou je ne sais pas où, en Russie. Oui, très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Une fois formés, quelle est la perspective d'avenir que ceux-là qui ont été gâtés par la République permettent aux autres jeunes d'avoir aucune perspective d'avenir? Ils sont venus remplir les rangs des tristement célèbres diplômés sans emploi. Ils sont venus aujourd'hui, ils sont utilisés comme chair à canon, parce qu'on n'a aucune perspective d'avenir, sans emploi. Aujourd'hui, les différents événements qu'on a eus, 97, 93 et autres, ils ont servi de chair à canon. Ils ont été dans les milices. Parce que, justement, le pouvoir ne peut pas être atteint par ceux-là qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pour seule perspective que la survie. Donc aujourd'hui, cette jeunesse-là est abandonnée. Cette jeunesse-là est livrée, justement, au cynisme et à l'incompétence. Donc, mon propos est de dire que ceux-là, donc, d'hier, qui étaient égoïstes, aujourd'hui, à la direction du pays, moi, j'en appelle à la jeunesse congolaise qui, comme je vous disais tout à l'heure, est la plus nombreuse, la première composante du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, comme il est souvent dit dans les phrases des hommes politiques, est l'avenir du pays. Oui, elle est effectivement l'avenir du pays. Mais cet avenir, elle doit elle-même se le construire aujourd'hui. Elle doit se responsabiliser et se prendre en main. Comme l'a été dit par ce monsieur que j'ai cité tout à l'heure, le pouvoir ne va pas être donné. La direction du pays, telle qu'elle est aujourd'hui, on voit bien le désastre qu'on vit. Cette direction du pays ne peut pas être laissée aux seules mains de personnes qui nous ont démontré leur incompétence. Nous doit, aussi bien, je répète, dans l'opposition comme dans le pouvoir actuel. On ne peut plus, en tant que jeunes Congolais, continuer à se dire qu'on va laisser le grand frère intel ou le tonton intel me dicter comment le pays doit être géré. On est, je pense, aussi légitime en tant que jeunes de donner un avis, de pouvoir l'argumenter et de pouvoir s'imposer en proposant justement d'autres pistes.
et ne pas continuer à se croiser les bras. Donc je demande à la jeunesse congolaise, ce qui est simple, de se responsabiliser, parce que son avenir ne dépendra pas de l'Élysée, ne dépendra pas de l'homme politique d'un certain âge qui est là en place, mais dépendra de lui-même et de la prise de conscience de ce qu'il veut pour lui et pour l'avenir de son pays. Parce que dans 40 ans, dans 50 ans, il sera toujours là. Alors que nos aînés ne seront plus là. Ils sont plutôt dans le couchant. Donc aujourd'hui, moi, donc la jeunesse et le pouvoir, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais intervenir. Et donc, merci à Ulrich Tanva permet de dire ça. Donc c'est vraiment, je l'appelle à la responsabilisation de tous les jeunes, quel que soit où ils se trouvent, de la diaspora comme là-bas, à leur niveau, de prendre en considération le fait que leur avenir leur appartient. Il n'appartient à personne d'autre de leur dicter ce qui va advenir du Congo, parce que ce pays-là est d'abord le nôtre. Merci à Ulrich. Voilà. Merci Mieri. Vous avez dit quelque chose, vous avez soulevé deux points importants. Vous avez parlé de la jeunesse et vous avez parlé du pouvoir. C'est vrai, dans les années 60, la jeunesse congolaise avait occupé de hautes fonctions. J'en prends comme l'illustration enfin je ne dirais pas le coup d'État, mais le régime qui est venu après, qui a succédé le président Yulou, composé des jeunes socialistes formés à l'Est, notamment Claude Ernest Ndala, Ambroise-Edouard Mazalaï et bien d'autres, y compris le professeur Pascal Issouba, bien qu'il n'étant pas formé à l'Est. Donc je crois que ce que vous avez dit est pertinent. Et vous avez parlé du pouvoir. C'est vrai que le pouvoir pose problème au niveau du Congo et de l'Afrique en général. Il y a eu une certaine confiscation du pouvoir. C'est vrai, au temps du monopartisme où il y avait le totalitarisme, ça c'était une évidence, c'était un fait, mais ça continue. La démocratie représentative n'est pas synonyme du pouvoir du peuple non plus, puisqu'il y a eu une confiscation du pouvoir même en France. C'est pourquoi la révolution de 1789 avait essayé d'harmoniser les règles et de les généraliser. Par contre, je voudrais encore revenir sur Andreas Gombe, qui nous a parlé d'un point très important auquel personne n'a pris, certainement pas, je ne dis pas, en compte. Il a parlé de est-ce qu'il existe vraiment un peuple au Congo? Est-ce qu'il existe le peuple congolais? Pourquoi nous n'avons pas mis peuple avec S? Il a peut-être raison, vu le comportement de différents régimes qui ont succédé dans notre pays. Nous pouvons nous poser bien cette question. Parce que la nation, oui, la nation est la représentation de l'État, du point de vue juridique, et cette nation est composée du peuple. Mais parler du peuple congolais, je crois que oui, la chute du président Yulou nous a démontré. Le soulèvement, je ne dirais pas la révolution, mais le soulèvement de 1963, c'est le peuple congolais qui s'est soulevé comme un seul homme. J'en prends pour preuve il n'y avait pas trop de différences ethniques, à part ce qui s'est passé en 1959. Le Premier ministre Opango a démissionné avec le président Yulou par solidarité. Et je crois, je ne sais pas si ma mémoire est, si ce que je dis est bonne, est vrai, le colonel Moutsaka qui a été chef, c'est ça? Moutsaka qui était chef d'état-major à l'époque, qui était de la même région et de la même ethnie que le président Yulou, a demandé au président Yulou de déposer, de démissionner. Donc si c'était vraiment pour des raisons ethniques, il n'aurait pas fait, il aurait dû conserver le pouvoir dans sa région. Et à la conférence nationale aussi, le peuple congolais a démontré combien qu'il était uni. Donc je crois que c'est le coup d'État de 97 qui a tout remis en cause, malgré qu'il y a eu quelques, je dirais, conflits avant 97, 92, 93, mais le coup d'État de 97 a vraiment sonné le glas de l'unité de ce peuple. C'est tout ce que j'allais dire sur ce point. Je vais maintenant appeler le doyen Marc Mapingou à venir faire son exposé.
Je vous dis bonjour à tous, chers amis. Avant de commencer mon propos, je tiens à remercier mon frère Yurick Touta qui m'a fait l'honneur de venir présenter un petit papier parce que je ne l'ai pas préparé sérieusement et puis je voulais quand même plus parler avec mon engagement personnel et mon cœur. Alors, le thème, bien sûr, il est intéressant. L'association ou le parti est intéressant avec une connotation particulière, le Nouveau Congo. Un Nouveau Congo qui, malheureusement, j'espère bien que les plus jeunes le verront, un Nouveau Congo qui reste pour nous une espérance commune. Et un Nouveau Congo aussi, je crois, une espérance qui est malheureusement empêchée par une dictature, par une barbarie. Et nous l'avons suffisamment dénoncé, et je ne reviendrai pas là-dessus. Ici, au moment où nous débattrons sur le pouvoir et le peuple, ayant une pensée particulière pour ce peuple, notamment pour cette jeunesse qu'on a tant évoquée depuis que ce colloque a commencé. Cette jeunesse qui, partout en Afrique, a démontré sa soif de la liberté et a démontré aussi cette vocation de changement. Cette jeunesse, on l'a vu tomber sous les balles au Gabon, au Congo démocratique aussi. Nous avons le devoir d'avoir une pensée particulière pour ces jeunes gens. Beaucoup sont morts, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir dit non à la forfaiture et à l'imposture. Beaucoup sont aussi aujourd'hui en prison. On peut citer leurs noms, mais nous les connaissons tous. Qu'il s'agisse du général Mokoko, qu'il s'agisse des frères qui sont en fuite aujourd'hui, ou qui vivent clandestinement dans leur propre pays, comme les Kondi Salissa, qu'il s'agisse de certains frères encore comme Jean Gwabi, qui ont réellement des problèmes de santé, et que le pouvoir, malheureusement, ignore, tout simplement parce que le pouvoir n'a pas les mêmes yeux que nous pour voir le même pays que nous. Et c'est un pouvoir abject et que personne ne respecte aujourd'hui, même dans la communauté internationale, parce que c'est un pouvoir qui ment. Alors, on m'a demandé bien sûr de trouver un thème, mais j'ai estimé quand même que nous étions dans une actualité qui nous imposait des thèmes. Et je me suis imposé le thème de la détermination, le thème donc du sacrifice, le thème de l'engagement. Donc parler de détermination et esprit de sacrifice dans cette bataille que chacun de nous mène depuis longtemps. Pour moi, être déterminé signifie d'abord être un homme de conviction. Ceux qui vont en prison, ceux qui s'entretuent, non, ceux qui se font tuer, ceux qui prennent des positions publiques, sont des hommes de conviction, parce que, comme disait quelqu'un, il faut les avoir aussi quelque part pour oser. Parce que ce sont des risques qui sont des risques importants que tous ici collectivement nous prenons pour un pays qui malheureusement a écrit son histoire depuis plus de 30 ans avec le sang des innocents. Donc il faut adhérer à des valeurs qui sont des valeurs porteuses. Et lorsqu'on y adhère, on y croit, on a la foi, on a des convictions, on s'oublie pour l'intérêt général, pour l'intérêt d'un peuple.
Bien sûr, les noms des martyrs, on peut les citer, depuis les Lumumba, sans oublier les nôtres au Congo, les Diawara, et puis les jeunes gens qui sont nos contemporains, depuis qu'on a commencé cette lutte, il y a bien des jeunes gens qui sont partis, quelquefois les pieds nus, les bras nus, bien sûr, pour se laisser tuer par le soldatesque de M. Sassou Nguesso. Mais, pour avoir des valeurs et pour avoir des convictions aussi, il faut savoir d'abord ce que l'on veut et où l'on va. Un philosophe latin, Sénèque, disait « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui connaît qui connaît son port ». Quand on ne sait pas ce que l'on veut, si on ne sait pas où on va, en effet, à un moment donné, on peut être fatigué, on peut être désespéré, et puis laisser la bataille. Lorsqu'on sait qu'on a des objectifs à atteindre, quel que soit le temps, on s'est dit, quelque chose arrivera, même si ce n'est pas nous, ça sera nos enfants ou nos petits-enfants. Et c'est ce qui fait que des révolutionnaires ou des gens qui ont des convictions puissent quelquefois donner leur vie pour leur pays, pour une cause, ou bien pour une espérance comme nous, notre espérance commune, qu'est le Congo-Brazzaville. Je disais donc que la notion de détermination relève même de la foi. C'est la foi qui nous permet d'aller plus loin. Les gens qui croient en Dieu, ceux qui croient en Allah, ceux qui croient en quelque chose vont toujours plus loin. Et leur vie n'existe plus parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, c'est important, il faut aller. Et le sacrifice qu'ils vont faire signifie tout simplement que, à partir de ce sacrifice-là, on pose des actes utiles pour ceux qui vont survivre et pour l'avenir. Pour être déterminé, il faut, je parlais de conviction, je parle de la foi, je parle aussi de la soif de la liberté. Un ouvrage que j'aime beaucoup, c'est Jonathan le Goéland. C'est l'histoire d'un goéland qui, généralement les goélands ne volent pas très haut, mais qui lui s'était rebellé dans la société des oiseaux, des goélands, et qui voulait aller plus loin. Il a volé, il est allé plus loin. Au fur et à mesure qu'il était dans le firmament, il se sentait tellement libre qu'il était en train d'apprécier la beauté de sa liberté. Et nous sommes cette sorte de goéland qui devons effectivement, à travers la liberté, comprendre que nous avons des batailles qui sont des batailles intéressantes et des batailles sacrées. L'homme déterminé, pour moi, est un rebelle. C'est un rebelle qui défie le temps, qui défie les événements, et qui défie son époque, qui défie la société, qui défie les règles aussi, les tabous, et qui se dit, mon Dieu, il faudrait que je sois autre chose que ce que je vois. À certains âges, c'est plus facile de se rebeller. À d'autres, on pense à la vie. À d'autres âges aussi, on pense à sa voiture, à sa maison, à sa femme. Mais peut-être il est important de rendre ici hommage à tous ces jeunes gens qui meurent parce qu'ils ont osé se rebeller. Je les vois encore dans les images, sur les images au Gabon, à Kinshasa, je les vois aussi à Brazzaville. Ce sont des jeunes gens qui ont osé. Alors, au-delà de la détermination, j'ai dit beaucoup de choses. J'invite chacun plutôt à méditer sur cette notion de foi, de détermination et de conviction. Dans la vie, tant qu'on n'a pas de conviction, quand on a un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, n'importe quoi peut perturber votre démarche. Et à partir de ce moment, c'est pour ça que vous voyez des gens qui marchaient avec vous hier, et puis à un moment donné, Sassou Nguesso assis, ils disent « Oh, c'est plié, donc inutile de se battre encore, etc. » Parce que eux n'avaient pas vu le combat à long terme. Ce sont des court-termistes
qui se sont dit, on va gagner, donc étant donné que les choses ne sont pas passées comme ils voudraient, ils se disent, bon, tout est plié, alors il faut s'agenouiller, il faut s'aplatir. Moi, je salue tous ceux qui ont estimé que dans la vie, quelles que soient les difficultés, il faut se battre et il faut montrer que on a quelque chose de plus fort que nous, qu'est notre liberté. Alors, je vais conclure par, vous savez, j'aime bien les images, j'aime bien quelquefois la poésie. Alors, permettez-moi de m'envoler un peu. Je suis en train de faire un rêve où, quelque part là-bas au Congo, sur une colline, au cours d'un grand meeting où il faisait les éloges d'un Congo uni, le grand peuple congolais déterminé, fêtait la victoire de la liberté. Et sur cette colline, je vois le général Mokoko, je vois Munari, je vois Kolela, je vois Okombi Salissa, je vois tous nos amis, tous nos frères, je vois tout le peuple congolais. Un peu comme pour dire, l'heure est arrivée, la fête est là, nous sommes dans un pays libre. Mais ce même rêve, je le fais ici. Je le fais ici où nous marchions en direction de la place de la République. Sadio, Harold, Imperator, Mobébissi, Gatien, tous étaient là, souriant, rappelant ainsi les grandes heures de la réconciliation. Nous sommes une famille déterminée à combattre un régime abject. Notre détermination seule sauvera le Congo et notre union. Oui, merci. Après cette intervention bruyante de notre doyen, Marc Mapingo, donc nous sommes très heureux d'entendre toutes ces choses, parce qu'il y a certains, comme on l'a dit, pensaient que la dictature devait céder du jour au lendemain. Ça, c'est que je sache, d'après la petite expérience que j'ai des dictatures, je n'ai jamais vu une dictature partir dans le calme. Vous pouvez citer en Afrique, en Moyen-Orient, en Amérique latine, bien que ce soit la dictature roumaine avec Ceausescu à l'époque. Généralement, souvent, malheureusement, ça arrive avec des pertes humaines, donc par le sacrifice. Nous sommes déterminés, la détermination c'est une très bonne chose, parce que dans un combat, peu importe le combat qu'on mène, que ce soit politique, familial, bien dans le professionnel, on a besoin de la détermination. Donc, après cette intervention de Marc Mapingo, nous allons faire une petite pause de 5 à 10 minutes pour le temps de se ressourcer un peu et puis de prendre contact avec les amis. Je remets la parole à Christian Walengo qui va compléter. En fait, si nous demandons cette pause, c'est par rapport à la modification du programme vu le retard. Parce que nous devrions normalement procéder à la séance, à la partie questions-réponses par rapport aux interventions du premier panel. Mais nous nous rendons compte que, vu le temps, le deuxième panel interviendra après une petite pause de 10 minutes et que nous procéderons au jeu de questions-réponses à la fin de toutes les interventions. Je crois que nous pouvons prendre une pause de 10 minutes qui nous a été offerte par l'hôtel Ibis. Une pause café, merci. Oh, président. J'ai envoyé des textes.
Tu veux pas arrêter? C'est vrai. Regarde. Non, c'est bon. Ah, c'est bon? Ok. D'accord, je lui fais ça par c'est pas parce que chaque fois, je dis... Ah, ça s'est passé. Oui, je prends l'autre. J'étais pas là, d'accord. Tu sais, je connais lequel, je viens souvent. Ah, ok, mais bien sûr, d'accord. Donc, j'ai gardé... On va pas. Parce que elle m'a même appelé pour dire oui, voilà, je prends mon courage, je l'appelle, je ne l'ai pas. Mais je suis bloqué dans les... Non, il n'a pas dit compte. C'est aujourd'hui que j'ai apprécié. On va convoquer. Jusqu'à